dit, à un moment donné, il faut retrouver de la qualité de vie, du confort. Et j'ai pris un engagement, c'est que le vendredi soir, je ferme la boutique. Et le sport m'a permis de prendre de la confiance en moi, en faisant des choses qui sont un peu atypiques, que tout le monde ne fait pas. Et la confiance que j'ai acquise dans le sport, j'arrive à la transférer dans le boulot. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Santé d'entrepreneur, destiné à tous les chefs d'entreprise qui n'ont pas le temps de prendre soin d'eux. Vous y trouverez des interviews de dirigeants et des tips pour faire de votre santé une priorité et surtout un allié pour le développement de votre business, pour la croissance de votre entreprise. Avant d'accueillir un nouvel entrepreneur aujourd'hui, je me présente. Je suis Bérénice, entrepreneuse et dirigeante de la société A2 Business Plus. Et j'accompagne les dirigeants à prendre soin de leur santé physique et mentale tout en les aidant à développer leur business. Je m'adresse à vous, dirigeants de petites sociétés, entre 0 et 20 salariés, qui êtes seuls à gérer et à diriger. Pour vous, j'ai créé une méthode d'accompagnement terrain pour vous libérer de la charge mentale, alliant business et santé. Fort de mon vécu dans le monde de l'entreprise et du business, j'aspire au bien-être de ces entrepreneurs courageux qui ont osé créer ou reprendre leur entreprise, qui créent des emplois, qui portent de lourdes responsabilités sur leurs épaules chaque jour et pour qui on ne se soucie que trop peu de leur bien-être au travail. J'ai soif de partager avec vous des témoignages de dirigeants qui ont décidé de faire de leur santé une priorité et qui ont compris l'impact positif sur le développement de leur entreprise et par ricochet sur le bien-être de leurs collaborateurs. Je partagerai également des tips et des exercices pour améliorer votre santé au quotidien pour que vous soyez autonome pour prendre soin de vous. Parce que votre santé est le premier actif immatériel de votre entreprise. Faites en sorte que votre business soit au service de votre vitalité et de votre bien-être, et pas l'inverse. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Santé d'entrepreneur. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Yves. Bonjour Bérénice. Bonjour, donc Pierre-Yves, dirigeant d'une société dans la rénovation. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite te laisser la parole parce que tu seras le plus à même de te présenter en détail, donc aussi bien toi, ton activité. Je te donne la parole. Ok, merci Bérénice encore de m'avoir proposé de participer à ton podcast. Donc Pierre Foulon, j'ai 57 ans. J'ai un parcours professionnel qui était un peu atypique parce que très sinueux. Je suis sorti du système éducatif avec pas grand-chose dans les bagages. Je me suis un peu débrouillé par moi-même pour évoluer. Et j'ai d'abord passé 20 années dans l'industrie pharmaceutique en commençant comme visiteur médical. C'est un métier il y a 30 ans de ça qui était très en vogue. Et puis rapidement, j'ai évolué vers un poste de manager. Donc j'ai passé 20 ans, presque 25 ans dans l'industrie pharmaceutique, avec de très très bons souvenirs, des très très bons moments. Et puis dans les années 2000-2010, il y a eu énormément de plans sociaux qui permettaient de partir de l'industrie pharmaceutique dans des conditions très avantageuses. Et puis, ça correspondait à un moment de la vie où on se pose des questions. On est à peu près à la moitié de sa carrière professionnelle et on se dit, est-ce qu'on a envie de toujours continuer dans cette voie ou est-ce qu'on a envie de faire autre chose? Et moi, dans ma tête, j'avais toujours à l'esprit cette petite flamme de l'indépendance, de l'entrepreneuriat. Donc voilà, j'ai décidé de quitter le confort de l'industrie pharmaceutique avec des conditions de travail et de salaire, de rémunération qui étaient très 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 élevées pour me lancer et puis partir d'une feuille blanche. Et donc ça, c'était en 2011. J'ai créé ma première entreprise, un magasin de vente de cuisine sur Mâcon. Ok, Voilà. ok. Une aventure qui a été intéressante parce que ça m'a permis de découvrir l'entrepreneuriat, de découvrir toutes les choses auxquelles j'aurais dû penser en amont. Je me suis un peu précipité, c'est pour ça que finalement ce que j'ai lancé ne me convenait pas. Donc au bout de 3 ans, j'ai décidé de revendre ma société
parce que je prenais pas de plaisir au travail, je me retrouvais pas dans les valeurs que l'entreprise était obligée de mettre en œuvre pour progresser. Donc j'ai revendu en 2014, je suis revenu un peu dans le monde du salariat en tant que cadre. Mais cette flamme de l'entrepreneuriat, même malgré une première expérience en demi-teinte, on va dire, ne m'avait pas quitté. Et donc, j'ai décidé en 2022, pardon, de repartir sur l'entrepreneuriat, mais là, en prenant le temps de me poser toutes les bonnes questions pour déterminer le domaine d'activité, le type de structure, la zone géographique sur laquelle je voulais travailler. Enfin voilà, j'ai vraiment mis tout ça à plat pour être bien aligné. Et 3 ans après, le constat là est très positif parce qu'il y a des difficultés certes, mais que je rencontre dans un cadre qui me correspond parfaitement. En clair, je travaille autour de chez moi dans un métier de rénovation qui colle bien avec mon envie d'économie circulaire et je n'ai pas de salariés. J'ai beaucoup de partenaires autour de moi avec qui je travaille. J'ai une soixantaine d'entreprises partenaires, mais je n'ai pas de salariés, ce qui, il faut le reconnaître, allège grandement la charge mentale qui pèse sur un patron. Ok. Donc, pour Camille Fabita, puisque tu n'as pas cité le nom de Oui. l'entreprise, voilà. Donc, c'est une franchise. Oui, tout à fait. C'est une franchise. En fait, Camille Fabita est une marque qui existe depuis 82. Donc, il y a un historique, un vécu, une connaissance du milieu du marché de la rénovation qui est vraiment très, très forte. C'est le numéro un de la rénovation en France. Et il y a 6 ans, ils ont changé de modèle économique. Ils sont passés de chargés d'affaires qui étaient des salariés Camif à un réseau de franchises dans l'objectif d'accélérer la croissance. Et un réseau de franchise a l'énorme avantage de faire rentrer des gens qui ont une vraie motivation, parce que se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut avoir beaucoup, beaucoup de force, d'énergie, d'enthousiasme. Et puis, il ne faut pas se le cacher, ça permet aussi d'avoir des gens qui viennent avec une capacité financière à investir. Ce qui fait qu'en 6 ans, Camille Fabita a réussi à ouvrir 105 franchisés en France. S'ils avaient dû ouvrir 105 agences en propre, financièrement, de toute façon, ils n'avaient pas les moyens. C'est un investissement qui était trop lourd. Donc, le modèle de franchise colle bien avec cette volonté de dynamiser un réseau commercial. Ok. Et Alors, donc, du coup, c'est. Oui, ouais, vas-y, je vas-y. travaille, donc je suis basé à Arnas, à côté de Villefranche-sur-Saône, et je travaille dans un rayon de 30 km, à la fois parce que moins je fais de kilomètres, mieux je me porte. Mon bilan carbone s'en trouve amélioré. Et puis dans un métier comme la rénovation, la réactivité est certainement l'atout essentiel qu'il faut mettre en œuvre sur un chantier. Quand on casse quelque chose, on peut tout prévoir, mais il y aura toujours quelque chose qui était imprévisible. Donc il faut être capable de se projeter très rapidement pour traiter des sujets pas forcément importants, mais qui demandent à être traités rapidement pour que le chantier puisse avancer, que le cadencement, que le planning chantier soit respecté. Donc travailler sur une petite surface, voilà, ça répond bien à pas mal de mes objectifs. Ok. Donc, si j'ai bien compris, tu es seul dirigeant de ta société, avec comme appui le groupe qui permet de mettre à disposition des moyens pour l'ensemble des franchisés. Tout à fait, c'est vraiment le côté vertueux du réseau de franchise, c'est de bénéficier de pas mal de fonctions support qui permettent de ne pas tout savoir sans que ce soit handicapant. Je pense notamment au juridique qui n'a jamais été ma tasse de thé. Et dans le bâtiment, quand on fait des travaux, les assurances, le côté juridique, la rédaction des contrats est vraiment quelque chose un point très très sensible. Bon, tout ça, je fais entièrement confiance en Camille Fabita. Ils ont des spécialistes au siège à Niort qui régissent les choses. Et à partir du moment où il y a une confiance qui est bien établie entre la tête de réseau et les franchisés, eh ben, on s'allège de toutes ces difficultés. J'ai aussi Ok. un vrai support technique. Il y a un bureau de formation, on appelle ça le bureau d'études. C'est un nom pas tout à fait bien trouvé, mais en tout cas, on a un support technique quand j'ai une problématique sur un chantier. Alors, j'ai mes artisans, je parlerai après de la place de mes artisans, mais j'ai mes artisans qui sont là pour m'apporter des solutions. Et si je veux une confirmation, si j'ai un doute, je peux contacter Niort et il y aura toujours quelqu'un pour me répondre et me donner une position qui, je le sais, est très sérieuse parce qu'encore une fois, c'est une marque qui a plus de 40 ans dans cette activité. Donc, les problèmes que je Ok. rencontre, ils les ont déjà tous rencontrés au moins une fois dans leur carrière, quoi. Hmm. Ok. Alors, c'est quoi ton quotidien de dirigeant?
Mon quotidien, alors j'ai vraiment deux aspects très différents dans ce métier que j'essaie de segmenter dans mon emploi du temps. Le matin, c'est vraiment le suivi de chantier, s'assurer que tout ce qui se passe sur les chantiers, bah, c'est bien ce que le client m'a commandé entre guillemets en amont, qu'on est bien en respect de planning, que tout se passe bien. Voilà, que si la semaine prochaine j'ai un plaquiste qui arrive sur un chantier, et ben, cette semaine, je vais m'assurer que l'électricien, le plombier ont fait tout ce qu'il fallait avant que le plaquiste n'arrive. L'idée, c'est que les artisans qui travaillent avec moi ont le moins de problèmes possible sur les chantiers parce que je suis là pour en traiter en amont le plus possible. Donc Ok. vraiment le matin, je suis sur les chantiers, je reviens souvent avec un peu de poussière de plâtre sur les vêtements, ou voilà, c'est vraiment le monde du chantier. Et l'après-midi, j'essaie d'être plus orienté commerce parce qu'évidemment, il faut prospecter, il faut aller voir les clients, voilà, faut transformer les prospects en clients. Donc, ouais, je suis plus orienté sur le commerce l'après-midi. D'accord. Et c'est toi aussi qui gères la partie dessin. Enfin, tu parlais de bureau d'études tout à l'heure, mais c'était pas forcément le terme qui est approprié au service qui t'aide sur des questions spécifiques techniques. Toi, c'est toi qui fais tes propres schémas, enfin, de modification, de réno pour justement des projets? Alors, je me donne, pour résumer, pour imager un peu ma fonction de façon un peu présomptueuse, je dis toujours que je suis un chef d'orchestre et qu'autour de moi, j'ai une cinquantaine de solistes qui jouent tous de leur instrument, voilà, premier prix de conservatoire. Mais si on les met tous ensemble, qu'il n'y a personne qui coordonne tout ça, on ne trouve pas le meilleur, enfin, on ne va pas donner le meilleur de ce qu'ils sont capables de donner. Donc, moi, je suis le chef d'orchestre. Et pour chaque chantier, je vais réunir ben, les instrumentistes dont j'ai besoin et je vais les faire travailler ensemble. Sur certains chantiers, on a besoin d'un architecte diplômé d'État. Sur d'autres, on a besoin d'un architecte d'intérieur. Des fois, on n'a pas besoin de phase de conception, donc on n'aura que des partenaires vraiment de travaux, un plaquiste, un électricien, un plombier, un maçon, un menuisier. Enfin, voilà, il y en a pléthore. Donc, ma première mission sur un chantier, c'est vraiment d'identifier quels sont les besoins et de mettre en face de ces besoins des compétences et ensuite de les organiser, de les mettre en synergie et que tout se passe le mieux du monde. Ok. Euh, et donc, pour revenir sur ton quotidien, pour avoir été dans le monde de la construction de maisons individuelles, il y a beaucoup d'aléas, il y a beaucoup d'imprévus, il y a beaucoup de Mmh. stress, d'autant plus que quand on travaille avec des particuliers, généralement, il y a beaucoup d'émotions. Mmh. Et puis, il y a les retards qui sont très mal vécus par les clients, enfin, bon, ce qui est normal dans les deux sens, qu'il y ait des retards et que ce soit mal vécu. Donc, comment tu gères tout ça, toi, dans ton quotidien? Comment tu l'absorbes? Voilà, comment tu le vis? Je vois que tu connais bien le monde des travaux. Tout ce que tu as décrit, effectivement, heureusement, c'est pas mon quotidien, mais ça arrive de temps en temps. Et ça arrive d'autant moins qu'on a anticipé les choses. Euh, J'ai jamais précipité les choses sur le plan commercial. J'ai toujours dit à mes prospects que ils allaient être maîtres du temps jusqu'à la signature du bon de commande, et qu'après c'est moi qui prenais le relais sur la maîtrise du timing. Et je leur ai dit tout de suite qu'il ne faut pas compter sur moi pour faire démarrer un chantier le plus vite possible. Moi, je débute un chantier quand je sais que tout est OK pour que ça se passe a priori très bien. Je préfère décaler d'un mois le démarrage d'un chantier, mais m'assurer que bah, les commandes ont bien été passées, que mes artisans ont reçu les accuses de réception de leurs fournisseurs, que tous les artisans m'ont bien dit OK, on a le temps défini pour le faire comme attendu, et non pas oui, on verra, on va trouver un moyen, on trouvera une solution plus tard. Ça veut bien souvent dire on aura un problème à gérer à moyen terme. Donc, il ne faut pas être dans la précipitation. Moi, je vends des travaux pour des gens qui sont dans leur maison des fois depuis 20 ans, 30 ans. Donc faire les travaux maintenant ou retarder le début du chantier dans un mois ou 2 mois, ça n'a strictement aucune importance. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'aborde. Et je préfère prendre 1 ou 2 mois pour bien planifier les choses et gagner en sérénité. Voilà. Et ça, je y tiens beaucoup parce que je sais que sur un chantier, voilà, Camif est synonyme de qualité. C'est pas pour rien que j'ai choisi de travailler pour eux. Et puis ça colle bien avec ma façon de voir les choses. Un chantier, pour moi, il faut que je le rende à 100% nickel. Et quand il y a un problème sur un chantier, des fois, voilà, j'ai un peu de mal le soir à dormir. Parce qu'un problème, bah, quand on veut bien faire les choses, on n'aime pas que ça se passe mal. Et donc, j'essaie d'avoir le moins de problèmes possible.
Ok. Tout à l'heure, tu as parlé de ton choix par rapport à Camif Habitat et notamment un critère qui était l'intervention locale par rapport à ton domicile. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix? Alors, encore une fois, mon empreinte carbone, c'est quelque chose qui est très très important pour moi. Ça fait quelques années que j'ai essayé de plus prendre l'avion. Enfin voilà, j'ai changé pas mal de choses dans mon quotidien pour essayer d'être le moins impactant. Et malgré ça, j'arrive pas à être là où il faudrait être. Mais au moins, j'ai cette conscience de faire le maximum de ce que je peux faire. Et donc, travailler autour de chez moi, bah, ça veut dire faire moins de kilomètres. Travailler avec je choisis des artisans qui sont sur le bassin caladois. Je pourrais faire venir des artisans de Bourg-en-Bresse ou de Saint-Étienne, et peut-être que j'aurai un meilleur positionnement prix. Mais un artisan qui commence par faire 60 km le matin pour aller travailler et 60 km le soir, je trouve pas ça cohérent. On a sur Villefranche et en Calade, au Beaujolais, des artisans qui savent faire leur métier, qui savent très bien le faire. Donc autant utiliser la ressource locale. Et puis un artisan qui travaille à côté de chez lui, je pense qu'il a toujours envie de très bien faire parce que le bouche-oreille, sa réputation est en jeu. Je pense que c'est aussi un moyen de les engager encore plus positivement dans le chantier qu'on va mener ensemble. Ok. Derrière cette question, il y avait une petite idée sur laquelle je vais t'amener du coup, parce Mhm. que tu me parles effectivement de ton empreinte carbone, mais moi j'avais aussi entendu hein, une notion de confort de vie. Ouais. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu peux me dire justement en lien avec ton organisation, ton quotidien et les choix que tu as fait en choisissant Camif Habitat par rapport à bah, voilà, ton parcours de vie et les décisions que tu as prises, les choix que tu as fait aujourd'hui. Bah, quand j'étais dans l'industrie pharmaceutique, je passais à peu près 2 nuits par semaine à l'hôtel en déplacement. Je faisais 75 000 km par an. Je le faisais à l'époque avec grand plaisir parce que j'adorais ce que je faisais. Mais voilà, je me suis dit à un moment donné, faut retrouver de la qualité de vie, du confort. Et moi, l'endroit où je me sens le mieux, c'est chez moi. Je suis pas un féru de vacances, de voyages à l'autre bout du monde, etc. Mon chez moi me suffit largement. Donc, plus je passe de temps chez moi, mieux je me porte. Donc, pouvoir y retourner tous les soirs, c'est déjà un point d'ancrage qui est très, très important. Et puis, bah, que le chez-soi, c'est la famille. Alors, les enfants sont plus à la maison, mais mon épouse y est tous les soirs. Donc, voilà, c'est vraiment le côté cocooning est important pour moi. Ok. Et donc, au-delà de ça, qu'est-ce que tu peux me dire de ton quotidien d'un point de vue global? Donc là, tu m'as parlé effectivement de ta charge de travail, de ton organisation. Quels sont les autres temps qui rythment ton quotidien? Euh, Ce qui va m'occuper le plus à côté du boulot, c'est mes activités sportives. Ok. Et puis après, c'est la famille. Alors la famille, bah, quand les enfants, j'ai 3 enfants, quand les enfants étaient à la maison, je m'en suis beaucoup occupé, avec grand plaisir, mais c'était très chronophage. Maintenant, on les voit arriver de temps en temps un week-end ou pour une semaine de vacances, on se fait envahir, entre guillemets, mais avec grand plaisir. Et puis après, c'est le grand vide. Donc les enfants prennent moins de temps, donc le sport devient ouais, quelque chose de plus en plus important de par le fait que j'ai besoin de faire du sport. Et puis, pour moi, sport égale de plus en plus euh, côté sociétal. Mon réseau d'amis, mon réseau de connaissances est vraiment très, très orienté autour du sport. Ok. Ouais, du coup, alors, tu peux m'en dire un petit peu plus parce que l'idée, c'est de faire le lien justement entre la santé et Mhm. ta fonction de dirigeant. Mhm. Bah, moi, le sport, à la base, c'est la course à pied. Je suis né dans une famille de coureurs à pied. Il paraît que j'ai fait mes premiers pas sur une piste d'athlétisme. Je m'en souviens pas, je peux pas dire que c'est vrai ou faux, mais voilà, la petite histoire dit ça. Mais quand j'avais 7 8 ans, je suivais mon père qui faisait des marathons et moi je le suivais à vélo. Donc j'ai baigné dans cette ambiance tout le temps et très vite j'ai eu envie de découvrir ces efforts plutôt tournés vers l'endurance. D'abord, je pense que j'ai le physique plutôt fait pour de l'endurance que pour faire des sports explosifs. Et donc, j'ai été assez loin dans ce côté endurance. Il n'y a pas trop de limites, hein. Donc, j'ai fait d'abord du marathon, après, je suis passé sur le trail, et puis l'ultra trail, voilà. Et puis beaucoup de montagnes aussi, parce que je suis fanat des hauts sommets, donc de l'alpinisme, du ski de rando. Voilà. Dès qu'on est en plein air, on est bien, quoi. D'accord. Mm. Et alors, comment tu fais en tant que dirigeant, en plus tout seul à gérer ta boîte, sans salarié,
pour combiner tout ça? Alors, depuis que je me suis remis à mon compte il y a 3 ans, je te le disais tout à l'heure, j'avais bien identifié quel était le cadre de travail dans lequel je voulais travailler. Et j'ai pris un engagement, c'est que le vendredi soir, je ferme la boutique. Je ferme l'ordinateur, j'éteins le téléphone pro et je le réouvre le lundi matin. Et éventuellement le Ok. dimanche soir s'il y a besoin d'organiser le lundi. Mais je m'accorde vraiment un week-end complet maintenant, chose que j'ai pas toujours su faire auparavant et j'en ai un peu souffert. Mais là aujourd'hui, tous les week-ends c'est off, donc ça me laisse tout le temps nécessaire pour aller faire du sport. Et puis dans la semaine, j'arrive quand même au moins 2 fois par semaine, le soir après le travail la plupart du temps. L'été, quand il fait tôt, très tôt le matin, je peux aller courir avant de bosser. Mais j'ai besoin de plages de sport pour décompresser. Euh, Il y a plein de fois où je vais bosser, je bosse toute la journée. À 19h, je m'arrête. Je rentre chez moi avec une tête qui est pleine de préoccupations, de sujets, de problèmes. Je vais courir 1 heure, 1 heure et demie. Je reviens, la tête, elle est toute rangée dans le bon ordre. C'est vraiment pour moi enfin, plus qu'une soupape de sécurité, c'est un moyen de décanter tout ce que je fais, d'abaisser le niveau de stress, de tension qu'on peut avoir quand on est aux prises avec plein de sujets différents au boulot. Ok. Tu me dis que ça, tu l'as mis en place depuis que tu es à ton compte là, depuis 3 ans. Comment ça se passait avant, notamment quand tu étais dans ton boulot en pharmacie et ensuite, comment c'était différent? Enfin, je veux dire, tu n'avais pas ce même temps, tu n'avais pas cette même conscience. Comment tu étais à ce moment-là? Ben, si j'avais la conscience qu'il fallait séparer les choses, mais l'emploi du temps était beaucoup plus rock'n'roll parce qu'il y avait le boulot, mes activités sportives et en plus les enfants, la famille qui était très très chronophage. Et puis un enfant, on ne sait jamais à quel moment il va avoir besoin de nous. Mm. Il y a des soirs, il rentre du collège, ça va tout seul, et puis des fois, il rentre du collège et il a besoin de son papa ou de sa maman. Mon épouse travaillant tard le soir, j'étais souvent, quand j'étais à la maison en tout cas, c'est souvent moi qui étais sollicité. Donc il y a des soirs, je rentrais avec l'envie d'aller courir, mais il y avait un enfant qui avait besoin de moi, et dans ce cas, il faut arbitrer. Euh, je ne veux pas dire que j'arbitrais tout le temps en faveur des enfants, mais voilà, il y a des négociations qui se déroulaient, qui se passaient, donc j'étais moins disponible, quoi. Et Ok. puis, j'ai eu entre cette période de 20 ans dans la pharmacie et mon expérience Camif Habitat, j'ai eu une autre expérience qui n'a pas duré longtemps, 2 ans, où je me suis engagé comme associé salarié dans un projet qui débutait. Et l'autre associé, qui était majoritaire, était quelqu'un qui, je vais essayer de le dire poliment, avait des ambitions démesurées et qui voulait tout faire tout de suite, tout en même temps. Voilà, et il lançait les idées, et puis les idées, c'est moi qui les récupérais et qui devais essayer de tout mettre en œuvre. Et là, j'en suis arrivé à bosser 7 jours sur 7, à faire des semaines, mais juste délirantes. Et là, le sport, on oubliait, hein, je ne pouvais plus faire de sport, ma famille, je la voyais plus. Voilà, ça m'a amené au bout du bout du bout de ce qu'on peut accepter avec un pétage de plomb, c'est clair. Donc, c'est cette expérience-là qui m'a fait dire, attention, il te reste 10 ans à bosser. C'est important, 10 ans, bah, c'est important de travailler dans de bonnes conditions pour prendre plaisir à travailler jusqu'au bout. Ok. Est-ce qu'il a fallu du coup arbitrer par rapport à une rémunération ou parce que il y a souvent des dirigeants qui me disent oui non mais c'est bien beau de vouloir prendre soin de soi et prendre du temps pour faire du sport et tout mais à un moment donné comment je fais pour rentrer du chiffre comment je fais pour Alors, assumer mes collaborateurs mon salaire etc. quoi. là, je suis en train de boucler ma 3e année. Chacune des années est au-dessus de ce qui était attendu en termes de chiffre d'affaires. Est-ce que j'en aurais fait plus si j'avais accepté de bosser le samedi? C'est sûr que ma clientèle, c'est 99% de particuliers. Donc, on se dit que les particuliers, c'est le samedi où on va aller où ils vont avoir le plus de disponibilité. Mais dès le départ, je me suis dit non, le samedi, j'y vais pas. Je ne pense pas avoir raté une seule affaire parce que je ne travaille pas le samedi. Mm.
Il faut bien se dire aujourd'hui que ma clientèle, c'est une clientèle de gens qui sont plutôt aisés, 55, 65 ans. Donc, ce sont des gens qui sont cadres, qui sont maîtres de leur emploi du temps, qui ont des RTT. Voilà. Donc, celui qui est vraiment motivé pour mener un projet de rénovation chez lui, pour faire une extension, ou, voilà, pour faire des travaux, il va réussir à se dégager 2 heures le midi, ou très tôt le Mm, matin, ou très tôt le soir. mm, Moi, je dis à mes clients, du lundi matin au vendredi soir, je suis ouvert à tous les horaires. Il n'y a pas de problème. Je bosse tard le soir, je peux attaquer tôt le matin, mais pas le samedi. mm. Et je suis ouais, quasiment convaincu que j'ai pas raté une seule affaire en raison de ce choix. Ok, bah, c'est hyper Donc, intéressant. ouais, Hyper. on a souvent tendance à se laisser embarquer par les envies, par les caprices presque des clients. Il faut savoir borner un peu son activité et rester ouais, attaché à ses principes. Parce que dès qu'on dépasse un peu, bah, après ça dérape et ça peut mal finir, quoi. Ouais. Ok. Et sinon, concernant la santé, qu'est-ce que tu as envie de partager là-dessus? La santé, alors, plus que la santé, c'est un aspect psychologique euh, que je- pour lequel je fais le lien entre le sport, ma pratique sportive et mon activité professionnelle. Je le disais en préambule, j'ai pas fait d'études. Et au début de ma carrière, j'avais un peu un complexe là-dessus. Je me suis rapidement retrouvé directeur régional dans un laboratoire pharmaceutique. J'avais même pas 30 ans. Et donc, quand on était en réunion, bah, je me retrouvais entre des gens qui avaient fait des écoles de commerce, des masters avec des noms, je comprenais même pas l'intitulé du nom, hein, c'était incroyable. Et donc, petit complexe d'infériorité, syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que je fais là? Bon, on me disait, ouais, mais t'es un bosseur. Bon, d'accord, je suis un bosseur, il n'y a pas de doute. Mais j'espère avoir d'autres talents que d'être bosseur. Et le sport m'a permis de prendre de la confiance en moi en faisant des choses qui sont un peu atypiques, que tout le monde ne fait pas. Et la confiance que j'ai acquise dans le sport, j'arrive à la transférer dans le boulot. Et il y a des fois, je me trouve confronté à une difficulté dans le boulot. Je trouve pas la solution, mais je me dis, ben attends, tu as fait des trucs en ultra-trail, tu as fait ça en montagne, tu es capable de. Et tu vas la trouver, la solution. Ou si tu n'es pas capable de la trouver, tu vas aller la chercher. Donc la confiance que j'ai pas, parce que j'ai pas un CV énorme, voilà, je l'ai grandement compensé par l'activité sportive. Ouais. Ah ouais, ok. Donc tu puises des réalisations, d'atteinte d'objectifs que tu t'es fixé dans le sport, Ouais. dans ton quotidien aujourd'hui. Mm. Ok, ok. Et Euh, pour illustrer ça, ouais. Bérénice, il y a 3 ans de ça, donc 4 ans, quand j'ai explosé suite à ces expériences malheureuses avec un patron qui était vraiment pas humain, j'ai eu la chance d'être accompagné par une équipe tip-top sur Lyon. Et le médecin qui me suivait a vite décodé que le sport était pour moi un élément essentiel, chronophage, mais essentiel pour être bien, pour avoir confiance en moi. Donc, il m'a prescrit le fait de refaire un ultra trail. Ah ouais, ok. Et il m'a dit, par contre, vous n'en parlez à personne. Il ne faut pas vous mettre la pression, vous le faites pour vous. Vous oubliez toute notion de compétition. Donc, un ultra trail, ça demande beaucoup de temps de préparation. Donc, au début, mon épouse n'était même pas au courant. Elle m'a vu recourir un peu plus qu'avant. Donc, elle était contente parce qu'elle sait que c'est plutôt bon signe. Mais elle ne savait pas que j'avais quelque chose Hmm. dans les tubes. Je l'ai tenu au courant 3 mois avant. Et les copains avec qui je cours souvent ont été surpris de me voir un jour arriver au départ d'un ultra trail avec un dossard. Et je leur ai dit, bah ouais, je le fais comme vous, je suis inscrit. Ah ouais, c'est chouette. Ok. Ok. Et à part le sport, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu t'es mis dans ton quotidien pour prendre soin de toi, de ta santé Très souvent, je me dis qu'il faudrait que je mange mieux, que je fasse moins d'excès, mais j'y arrive pas. Ok. Et ça, c'est le côté, pour moi, un peu pervers du sport. Comme je fais beaucoup de sport, je me dis que j'ai le droit à beaucoup d'excès, beaucoup d'entorses, sans tomber dans les choses pathologiques, hein, évidemment. Mais je suis un bon vivant, j'aime bien manger, j'aime bien avoir de bonnes choses dans mon verre. Donc, ça, non, j'y arrive pas. Ok. Bah, à la limite, merci pour ce témoignage parce qu'il y en a plein qui sont comme toi.
Il n'y a pas que des ayatollahs du sport et donc de l'hygiène de vie, l'hygiène alimentaire, etc. Mm. Alors, dans le podcast, j'en ai certains, effectivement, qui sont très à cheval sur l'alimentation et l'hydratation, etc. Mais en même temps, voilà, c'est pas non plus la majorité. Et beaucoup de chefs d'entreprise, justement, me disent, mais moi, je peux pas trop prendre soin de moi parce que le midi, je vais manger au resto avec des Mm. clients. Et puis voilà, puis après le soir, on décompresse, on a envie de passer un bon moment avec sa famille, donc on boit un verre, etc. Et donc c'est bien de pouvoir voir quelqu'un comme toi, un dirigeant qui fait du sport, mais qui n'est pas non plus un ayatollah de l'hygiène, quoi. Complètement. Je suis capable pendant 3 mois de faire très attention quand j'ai vraiment un objectif très important. Mais derrière ces 3 mois-là, il y aura un phénomène de compensation où, d'une part, il faut laisser le temps au corps de récupérer après une épreuve importante. Et puis, bah, voilà, c'est l'occasion de sortir plus, de se faire plaisir quand on va au resto ou même Mm, chez soi pour mm. compenser. Mm. Ok. Tu parlais du sommeil tout à l'heure, où des fois tu es préoccupé, mais, comme tout le monde, hein, quand on est à Mm. son compte. Est-ce qu'il y a des petites choses que tu mets en place quand tu sens que tu dors mal? Comment tu appréhendes cette partie-là? Quand je sens que je suis fatigué, que j'ai besoin de bien dormir, mais que les nuits sont un peu perturbées parce qu'il y a des problèmes qui sont là, euh, pour ma part, j'ai constaté que c'est vraiment les premières heures de sommeil qui sont essentielles et que plus je me couche tôt, plus le sommeil est réparateur. Donc quand je suis dans cet état où je sens que je tire un peu sur la corde, j'essaie 10h30 d'être au lit. Ok. Voilà. Moi, je suis toujours été quelqu'un de très matinal. Donc être réveillé à 5 heures du matin, pour moi, c'est pas un problème. Mm, Alors que si je me couche à minuit ou 1 heure, eh ben, je serai quand même réveillé à 5 heures et il va me manquer ces 2 heures, 2h30 de sommeil. Donc mm, l'hygiène, ouais, l'hygiène du sommeil passe par le fait de pas dormir beaucoup, mais d'essayer de se le coucher tôt pour profiter des bonnes heures de sommeil. mm. Ok. Et est-ce que tu fais partie de ceux qui se mettent un programme spécifique en préparation d'une épreuve? Là, tu as fait le marathon de La Rochelle, par Oui. exemple. Alors, Euh, le marathon de La Rochelle, c'était surtout une aventure familiale. C'est pour accompagner ma fille qui se met au marathon et qui voulait un lièvre, entre guillemets. Donc oui, je l'ai préparé sérieusement, mais ça n'a rien à voir avec les préparations que je pouvais avoir avant. Ou quand je faisais des ultra-trails, je pouvais avoir jusqu'à 20 heures d'entraînement par semaine, sur les grosses semaines. Donc là, oui, enfin, le programme était strict, bien codifié, oui, avec des très grosses séances le week-end, des séances plus qualitatives la semaine. Donc là, ça demandait une organisation et encore une fois à gérer avec la famille, avec le boulot. Donc des fois des compromis, des adaptations, mais ça partait d'un cadre qui était assez strict, ouais. ok. Alors, tu fais partie de quelques réseaux d'affaires. Est-ce que dans ton entourage professionnel, tu vois, déjà, tu as des échanges sur le thème de la santé avec d'autres? Et est-ce que tu vois aussi des dirigeants qui sont dans l'épuisement? Comment ça se passe dans ton environnement? Je vois beaucoup de dirigeants qui vont trop loin. Ouais. Je fais partie d'un réseau BNI qui s'est créé il y a un an. Donc, on est forcément un réseau qui se crée, c'est la plupart du temps avec des jeunes entrepreneurs. Alors, ils sont tous plus jeunes que moi. Ils s'engagent à 200% dans leur affaire. Ils sont vraiment admirables. Mais si j'avais un conseil à leur donner, c'est ralentissez, ralentissez, ne mettez pas la barre trop haute. Prenez le temps peut-être d'en faire moins, mais de mieux le faire, d'être plus dans l'analyse. Voilà, mais je me retrouve à travers eux dans l'énergie que j'avais à 30 ans, où on fonçait, puis une fois qu'on s'était pris un mur, on réfléchissait, ah zut, comment on aurait pu ne pas le prendre? Avec l'expérience, bah oui, on essaie d'anticiper un peu plus. Mm. Ouais. Et ça, c'est des sujets que tu arrives à aborder avec eux ou c'est juste un constat que tu te fais toi? C'est dur de discuter avec quelqu'un qui est dans l'énergie, parce Mm. que demander à quelqu'un qui est d'énergie, calme-toi, mais pour lui, c'est... alors moi, j'aimais pas qu'on me le dise, donc je me sens pas vraiment légitime à aller lui dire avec conviction et force. Mm. C'est vrai. Et voilà, si certains nous écoutent, oui, il faut mettre de l'énergie, il faut s'engager, c'est clair que ça passe par là, la réussite. Mais il y a des temps morts pas à s'imposer, à s'offrir. Et voilà, il faut savoir réfléchir euh, de temps en temps, oui, et ne Mm. pas foncer tout le temps. Trop Ouais. difficile, trop risqué.
Sachant peut-être que la discipline que tu fais en sport, elle a aussi, elle t'apprend à ça, non? Parce que les longues distances, elles te demandent de t'économiser, tu vois, dans l'état d'esprit, Oui, contrairement à un autre sport qui pourrait nécessiter enfin, de la vitesse, enfin, ou je sais pas, tu vois ce que je veux dire? ouais, complètement. Un ultra trail, je vais prendre le plus connu qui est l'UTMB, que j'ai fait plusieurs fois. Quand on départ de Chamonix, si au départ de Chamonix le vendredi soir, on pense déjà aux difficultés qu'on va rencontrer la deuxième nuit du coup en Suisse ou sur le retour en France, on est foutu. Il faut penser objectif par objectif. L'UTMB, c'est 10 montées en fait, 10 montées et 10 descentes. Et déjà, quand on le dit comme ça, on humanise un peu la course. Si on se dit je pars pour 170 km et 10 500 mètres de positif, ça fait peur, ça paraît inhumain. 10 montées, 10 descentes, bon, on va les prendre une par une, et puis ça va le faire, quoi. Et donc on va à Saint-Gervais, puis après on va au Contamine, puis après on va au Chapieux, puis après on va à Courmayeur, et chaque étape est une victoire, et quand on a fini une victoire, bon, c'est laquelle la prochaine? Et on commence à penser à Chamonix. Moi, j'ai toujours eu en tête quand on est à Champé au 125e kilomètre, il reste 50 kilomètres, et seulement là, on commence à se dire, tiens, Chamonix, je commence à l'entrevoir. Mais si on pense à Chamonix alors qu'on n'en est pas encore parti, ça va être dur mentalement. Très, très dur. Ouais, ouais. Et Ouais, je pense qu'au niveau Oui. professionnel, oui, il faut avoir une vision de chef d'entreprise. Moi, aujourd'hui, je finis ma troisième année. Je sais déjà où je veux être dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans. J'ai des objectifs. Mais quand j'ai une problématique sur un sujet, j'oublie cette projection long terme pour me focaliser complètement sur la résolution du problème d'aujourd'hui, de demain, sur l'actualité. Et Hmm. là, je pense que ouais, l'ultra trail m'a bien aidé dans cette gestion, savoir faire l'impasse sur le long terme pour se focaliser momentanément sur le court terme. Ouais, ça me fait penser à ces fameux objectifs long terme qu'on découpe en petits Ouais. objectifs Mm. et du coup qui sont plus atteignables et donc plus acceptables, enfin en tout cas. Mm. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait avec le sport, tu travailles cette gymnastique d'esprit à te mettre des petits objectifs au fur et à mesure. Et donc peut-être que le fait de le travailler dans le sport, ça t'aide aussi à le mettre en œuvre dans le boulot, quoi. Ouais, certainement. Mm. Le cerveau Mm. étant aussi un muscle Mm. qui se travaille. Ok. Si tu avais un conseil vraiment qui te prend au cœur, qui te prend aux tripes par rapport à tout ce que tu viens de nous dire, à ton expérience, ton vécu, à cette période difficile que tu as pu rencontrer aussi, qui t'a malheureusement amené assez bas dans ton énergie. Qu'est-ce que Mm. tu aimerais dire à tous ces dirigeants comme nous là, voilà, qui bossons comme des fous quand même? Euh, ne vous reniez pas et faites ce que vous aimez faire. On est, je pense, un peu trop guidé par ce que peut rapporter ce qu'on fait. C'est bien, effectivement, une entreprise doit gagner de l'argent, sinon elle ne peut pas vivre. On doit se sortir des salaires, alors plus ou moins importants selon nos envies, etc. Ça, c'est une chose, mais il ne faut pas en faire, je pense, l'axe numéro un dans nos décisions, notamment quand on décide de créer un business. Il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quelles sont mes valeurs? Et il faut aligner tout ça. On ne peut pas travailler contre ces valeurs. C'est pas possible. Enfin, j'ai essayé. C'est bon. Vous n'y allez pas, c'est pas bon. Donc, posez-vous vraiment la question, qu'est-ce que j'aime faire? Et aujourd'hui, je gagne moins d'argent que ce que je gagnais quand j'étais dans la pharmacie, c'est clair. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, il y a des limites, enfin, il y a des limites à tout. Je gagnais très bien ma vie, donc gagner bien sa vie, ça suffit quand on le gagnait très bien avant. Je comprends que pour certains, c'est plus difficile. Ils n'ont peut-être pas la chance d'avoir ce choix, mais quand on peut, il faut vraiment être en phase pour qu'on ait tout simplement le plaisir à aller travailler, la satisfaction que chaque réalisation soit une satisfaction personnelle dans le boulot. Hmm. Mm. Ok. Eh ben écoute, merci beaucoup pour ton témoignage Ben, merci avec pour cet échange, Bérénice. ouais, avec des choses très pragmatiques et c'est exactement ce que je cherche à faire dans ce podcast pour que les dirigeants comme nous puissent se reconnaître
et trouver des solutions à travers des témoignages comme le tien. Donc, merci infiniment. Et puis, au plaisir de se revoir une prochaine fois. Merci Bérénice. Eh bien, j'espère que cette interview vous a plu. Alors, si vous aussi, vous avez envie de témoigner sur votre expérience de vie et expliquer à tous ces dirigeants quel lien vous faites entre votre santé et le développement de votre chiffre d'affaires, ou si vous aussi, vous avez envie d'être accompagné pour développer votre chiffre d'affaires, votre business, en prenant soin de votre santé physique et mentale, vous pouvez me contacter soit via les réseaux sociaux et essentiellement sur LinkedIn à Bérénice Volgringer. Ma société, c'est A2 Business Plus. Vous la retrouverez aussi sur Internet. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis au prochain épisode. À bientôt!